Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la situation dans les territoires occupés, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Monsieur l'ambassadeur, la situation témoigne d'une escalade continue dans les territoires occupés. On aimerait jeter la lumière sur les efforts déployés par l'Égypte dans l'objectif de contenir la crise. Oui, alors l'Égypte, comme toujours, depuis le commencement et le début de cette guerre, si on peut même ajouter un génocide complet sur le peuple palestinien, a essayé de, pour parler avec tous ses amis européens, occidentaux et même les États-Unis, sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'indice que Israël a compris le message et qu'il y a un cessez-le-feu ou la nécessité de penser à un cessez-le-feu. Cela dit qu'on doit continuer nos essais, nos efforts avec nos partenaires européens, américains, pour arriver à convaincre Israël pour son propre bien, pour le bien d'Israël même, d'arriver à un arrêt de feu, un cessez-le-feu. Parce que sans ça, on continue dans le vide. Parce que c'est devenu un cercle vicieux de sang et de mort pour les deux parties. Oui, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, donc on est au 25e jour de cette escalade militaire de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et la situation humanitaire est désastreuse. Aussi les efforts ou les séances du Conseil de sécurité de l'ONU n'aboutissent donc à aucune résolution concernant donc un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Alors, que pensez-vous donc ou quelles sont vos prévisions concernant donc les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU? Bon, écoutez, soyons directs et soyons très clairs. Tant qu'il y a une répression sur Israël pour un cessez-le-feu, ça ne va pas se passer. Cette pression ne parviendra que de ses souteneurs, des pays qui soutiennent Israël, qui lui ont déjà donné la carte blanche à prendre sa vengeance. Mais ça a vraiment dépassé les limites de vengeance. Ce qu'on trouve devant nous, c'est un crime complet. On tire sur les hôpitaux, on tire sur les civils, on tire sur même leurs propres otages. On a entendu un rapport récemment de Hamas qu'il y a des otages, des prisonniers, pardon, qui ont perdu leur vie à cause du bombardement israélien. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à un vrai cessez-le-feu sans une vraie pression? Monsieur l'ambassadeur, le procureur général de la Cour pénale internationale a indiqué sur les frontières de Rafah qu'une enquête va être menée, des investigations seront menées et que tout le monde doit être traité sous la tutelle de la loi et de la protection civile. Comment se fait-il que aucune autre voie seconde cet appel, ou plutôt il n'y a pas vraiment de démarche concrète de la part de la communauté internationale pour endiguer l'escalade de la guerre? Exactement, et c'est là d'où vient le rôle d'Égypte pour pouvoir convaincre ses partenaires européens. Je les appelle toujours partenaires, parce que c'est une vérité. Ils sont partenaires avec Israël, ils sont partenaires avec nous. Partenaires avec Israël parce que leur soutien lui donne le couvert politique dont ils ont besoin pour continuer leur massacre sur la Palestine, sur Gaza. Et d'autres coins, ils sont nos partenaires parce qu'on doit les faire comprendre que cela n'est pas pour le mieux d'Israël même. Je viens de vous citer que même les otages et les prisonniers israéliens avec Hamas perdent leur vie à cause de ce bombardement. Alors Israël
menés par ce sentiment de vengeance contre ce qui s'est passé le 7 octobre, essayent à tout prix d'avoir une victoire. Et là, on doit préciser un point très important, que la continuité de ce gouvernement en pouvoir, le gouvernement israélien, dépend à chercher une victoire à tout prix. Sans ça, ce gouvernement, il tombe. On a déjà témoigné des démonstrations israéliennes contre le gouvernement israélien à cause de l'échec du gouvernement de préserver et de garder et de protéger leurs propres citoyens le 7 octobre. Alors, cela dit, le gouvernement trouve qu'il n'y a aucun résultat tangible qui peut être réalisé sans la destruction de Hamas. Et pour faire cela, ils sont en train de détruire le peuple palestinien et la majorité civile de ces peuples, y inclut les enfants et les femmes et les vieux. Alors, on doit vraiment chercher à reparler sans cesse, sans calme, avec nos partenaires européens, américains, pour qu'ils puissent exercer une vraie pression sur le gouvernement israélien. Mais monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voyez que ces négociations, ces pourparlers avec les partenaires européens, les États-Unis, est-ce que ça va aboutir à mettre fin à cette escalade militaire ou jusqu'à quand donc va continuer après l'intervention donc terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que les pourparlers peuvent mettre fin à cette escalade? C'est ça vraiment la question. Combien de morts on a besoin, combien de martyrs on a besoin pour qu'on puisse convaincre la machine israélienne d'arrêter ce massacre contre les innocents. Ça, je ne peux pas vraiment vous donner une date, mais on doit essayer à tout prix, on doit continuer tous nos efforts. L'Égypte est concernée, on essaye à tout prix de faire convaincre. On a déjà accueilli plusieurs conférences, plusieurs leaders, plusieurs appels téléphoniques avec des chefs de gouvernement et présidents, et on essaye de tous les... Notre président de la République, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, n'arrête pas de recevoir et de faire des appels avec les leaders du monde qui peuvent vraiment exercer la pression. Le Premier ministre aussi lui-même, et aujourd'hui à Sinaï, comme vous le savez, le ministère, certainement le ministre des Affaires étrangères, on essaye tous de faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas vraiment la nécessité de ce cessez-le-feu, pas seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Mais ça n'a pas encore abouti à un résultat tangible devant nous. Et c'est pour ça que les escalations continuent de jour en jour, sans arrêt et sans frontières. On tire sur tout. On tire sur les hôpitaux, on tire sur les rassemblements civils. L'endroit même qui est le corps des Nations Unies a déjà perdu plus de 60 de ses employés. Même les Nations Unies reçoivent des tapes assez fortes. Alors, moi, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'attend l'Ouest en général pour forcer Israël et ne pas utiliser ce mot-là, le droit de se défendre à n'importe quel prix. Il doit avoir des limites selon le droit international, selon le droit humanitaire international, selon l'humanité. Mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui, jusqu'à présent, exerce sa force et nomme les choses telles qu'elles doivent être nommées. Monsieur l'ambassadeur, quel est le risque que toute la région encourt au cas où cette crise ne serait pas contenue à temps? Premièrement, le plus important, c'est la perte de vie des deux côtés. Parce que, comme vous le savez, il y a aussi des fusées qui sont lancées vers Israël de la partie de Gaza. Alors, il y a des pertes de vie humaines des deux côtés. Deuxièmement, sur le plan économique, on peut tous déjà sentir
la pression de la situation actuelle. Troisièmement, que la solution de deux États, qui est presque morte maintenant, va totalement disparaître. Et cela dit, on restera avec une seule solution, sans une deuxième, celle d'un seul État. Est-ce qu'Israël est prête à prendre un risque pareil de rester avec un seul État? Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne pour négocier avec eux. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça devient une vengeance pure, une vendetta sans limite qu'on trouve devant nous. Alors, la situation peut être de plus en plus difficile pour tous les peuples de la région, parce que, à la fin du compte, les relations tendues entre Israël et tous les pays arabes va certainement calmer et va vraiment freiner toutes les procédures de paix entre Israël, ce qu'elle veut, avec tous les pays arabes. Et une fois qu'on n'a pas la paix, alors on peut avoir des problèmes à tout niveau. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voyez que l'opinion de la rue israélienne peut donc faire pression sur le gouvernement de Netanyahou? On a vu ces derniers jours des manifestations des familles des otages et des manifestations de plusieurs, quelques dizaines d'Israéliens devant l'ambassade de l'Égypte à Tel Aviv pour demander donc l'aide de l'Égypte ou l'intervention de l'Égypte pour libérer les otages israéliens, pour libérer leurs proches. Alors, est-ce que vous voyez que la rue israélienne ou les manifestations peuvent ou faire pression sur le gouvernement Netanyahou et le dévier donc de continuer dans cette guerre, alors que Benjamin Netanyahou lui-même a dit que la guerre va durer longtemps? Bon, écoutez, alors, je pense que la pression israélienne, la pression de la rue israélienne, comme vous l'avez appelée, se limite seulement à la libération des otages. Mais ça ne se dépasse pas au point de demander un cessez-le-feu. Mais je compte plutôt sur la pression de la rue européenne, américaine. Je compte plutôt sur les médias sur l'Internet. Je pense plutôt aux jeunes. Et c'est ça l'espoir. Les jeunes en Europe, aux États-Unis, au Canada, ils ont commencé à voir vraiment les atrocités commises par l'armée israélienne contre les civils et les innocents palestiniens. C'est ça vraiment l'espoir. Mais cela, c'est une histoire à long terme. À court terme, on doit chercher un cessez-feu. Et cela ne parviendra pas que par la pression officielle, gouvernementale des pays de l'Ouest, ceux qui lui ont déjà accordé la carte blanche à faire tout ce qu'il veut. Oui, certes, ils sont en train de nous aider et d'aider les Palestiniens avec une aide humanitaire. Mais de l'autre côté, l'aide politique ne parvient pas jusqu'à maintenant. Alors, on ne peut pas se contenter que les Européens et les Américains même, ils donnent de quoi manger, de quoi se soigner aux Palestiniens, puisqu'il n'y a pas vraiment un vrai support politique pour dire à Israël, cela suffit, tout doit arrêter maintenant. Non, on ne voit pas ça. Alors, tant qu'on ne vraiment pas cette aide humanitaire, oui, ça fait quelque chose, mais ça ne change pas la politique pratiquée sur la terre même, parce qu'il n'y a pas une vraie pression. Et de là, on attend qu'il commence à réaliser vraiment la dureté de la situation. Comment est-ce que c'est difficile pour tout le monde? Ils doivent comprendre ça. Et j'espère qu'on ne doit pas arriver à un point où les gens vont commencer à se désespérer. Parce que le désespoir, c'est le premier ennemi de tout ce qui se passe maintenant. Je trouve que quand le président, le premier ministre israélien est monté sur le podium aux Nations Unies pour montrer une carte dont la Palestine n'existe pas totalement,
c'était le point culminant qui a forcé les forces de résistance palestiniennes et Hamas à commettre leur acte. Ils n'ont plus rien à perdre. Vous avez pris tous les espoirs de ce peuple. Qu'attendez-vous? Pourquoi doivent-ils respecter les mesures de sécurité internationale? Pourquoi doivent-ils respecter les Israéliens et les civils israéliens si vous n'avez pas respecté le peuple en sa totalité en commandant le monde de dire qu'il n'y a plus de Palestine et qu'il n'y a qu'Israël? On se souvient tous de sa carte qu'il a portée au sein des Nations Unies. Ce n'était pas même adressé au public local israélien, non. C'est au monde entier qu'il n'y a plus de Palestine. Alors les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils perdent l'espoir. Et quand vous perdez l'espoir, on trouve ces actes, ce qu'ils appellent eux des actes de terrorisme. Oui, et c'est à cause de ça. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous que l'objectif primordial d'Israël à l'heure actuelle, c'est d'expulser les Palestiniens vers le Sinaï? Moi, je ne m'intéresse pas au point de vue israélien dans ce cas. Moi, je m'intéresse au point de vue égyptien. L'Égypte a déclaré ça avec sa plus haute voix et avec sa plus haute autorité, le président Abdel Fattah el-Sisi lui-même, que l'Égypte n'est pas prête à recevoir et accueillir les Palestiniens. Non seulement parce que c'est contre la loi internationale le déplacement de tous ces civils, mais parce qu'on n'est pas prêt à liquider la cause palestinienne. Il n'y a aucun leader arabe qui respecte son peuple et qui respecte les Palestiniens, qui sera d'accord pour le déplacement de ces Palestiniens. Sans oublier qu'eux-mêmes, les Palestiniens, ont déclaré qu'ils ne vont pas laisser leur terre. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important que les intentions israéliennes de changer la terre de la bataille d'Israël au Sinaï ou même l'Égypte. Moi, vraiment, en tant que citoyen égyptien, en tant que quelqu'un qui comprend exactement ce que veut dire le droit international et le droit humanitaire international, je pense que c'est absurde de penser à une possibilité pareille. Mais honnêtement, je ne donne pas un grand poids aux espoirs israéliens qui ne peuvent aboutir qu'avec un consensus et avec une acceptance de l'autre partie, qui est nous, les Égyptiens et les Arabes. Et cela ne va jamais se passer. Et c'est pour ça qu'Israël, ils peuvent penser, ou bien quelques Israéliens peuvent penser et même rêver comme ils le veulent, mais cela ne va jamais se passer étant donné que l'Égypte ne l'accepte pas et elle avait une décision claire sur ce point. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voyez que donc, la rivalité entre les mouvements palestiniens, il y a deux gouvernements, par exemple le gouvernement du Mahmoud Abbas, du Fatah en Cisjordanie et le gouvernement du Hamas à Gaza. Est-ce que vous voyez que cette rivalité donc, et la séparation, est-ce que cela a aggravé donc, la situation et a freiné un peu la solution ou l'établissement d'un État palestinien indépendant? Bon, écoutez, il y a plusieurs niveaux pour répondre. Premier, je ne veux pas qu'on ait une mémoire si courte. L'Égypte avait toujours expliqué que tenir les élections au moment où ils étaient tenus, cela va nous donner une nouvelle entité, notamment dans la bande de Gaza. Pourquoi cela? Parce que, malheureusement, avec la pensée israélienne de ne rien donner aux Palestiniens, cela a affaibli le gouvernement palestinien en Cisjordanie. Oui. Parce qu'ils n'ont rien pu donner à leur peuple. Parce qu'Israël insiste à ne pas donner la terre contre la paix. Le principe qui a été accepté par le monde entier, à part Israël. Alors, cela dit, quand les élections étaient ils ont perdu à Gaza pour le Hamas. Les gens
toujours prennent ce qu'ils pensent qui sont les plus forts quand il y a des problèmes politiques. Alors les gens ont choisi Hamas. Peut-être ces gens-là peuvent nous donner ce que notre gouvernement a échoué à avoir des Israéliens. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je pense que grâce au bombardement israélien, jamais le pouvoir en Cisjordanie et le Hamas, la résistance palestinienne à Gaza n'ont été si proches. Il y a un soutien commun à cause de cette crise qu'on voit aujourd'hui. Peut-être cela va donner un rapprochement entre Hamas et les mouvements de résistance palestinienne à Gaza et le gouvernement central de la Cisjordanie. On espère que cela va éliminer finalement la Libye et la raison d'Israël de ne jamais négocier parce que vous êtes divisés en deux. C'est toujours parce qu'ils n'ont pas l'intention, ils cherchent des raisons pour ne pas vraiment concéder à la paix. Et du coup, alors ils disent que les Palestiniens sont divisés en deux. Or, ce n'est pas vrai. Ils ont des différentes politiques, oui, certes, mais en même temps, ils ont le même but. Et les Israéliens cherchent une raison pour ne pas se lancer dans des négociations, dans de sérieuses négociations pour la paix. Et du coup, on entend toujours cette raison, qui n'est plus valable parce que même avec le gouvernement en Cisjordanie, même avec Mahmoud Abbas et avant lui avec Yasser Arafat, ils n'ont jamais cédé à la paix. Est-ce qu'on a vu un seul indice qui sont prêts à faire la paix, même avant la création de Hamas? Jamais. Alors, on ne peut pas aujourd'hui parler que la raison, c'est la division. Parce que même avant la division, il n'y avait pas de vraie intention de la part d'Israël à céder à la paix. Oui, oui, c'est vrai. Monsieur l'ambassadeur, le monde a été affecté par la guerre qui se déroule en Ukraine. Et voilà qu'une autre guerre importante au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. À votre avis, comment pourrait-on survivre deux guerres affectant évidemment plusieurs aspects, que ce soit énergétique, que ce soit relatif à la sécurité alimentaire, que ce soit relatif à la sécurité. Comment peut-on s'y prendre? Donc, premièrement, cela va nous entraîner à parler de double standard qu'on voit parmi les Européens, parmi les Américains, les Canadiens et d'autres pays qui les soutiennent. On ne doit pas oublier que, selon ce qu'on voit, que les règles appliquées pour le droit de l'Ukraine à se défendre ne s'appliquent jamais au droit des Palestiniens à se défendre. Non. Ils ne voient pas cela. Et ça, c'est un vrai problème de la politique internationale de nos jours, que les droits internationaux ne sont appliqués que selon le besoin, selon la demande, sur commande, si on peut le dire. Alors, ça, c'est la première chose qui est très importante, c'est que le droit à un peuple oppressé par un autre pays ou un autre peuple n'est pas OK pour le droit international, que ce soit l'Ukraine ou que ce soit la Palestine. Alors, on doit appliquer les mêmes règles de jeu pour les deux parties. Cela dit que les guerres toujours, ça donne vraiment un sentiment de dépression, premièrement, et deuxièmement, de problèmes économiques à tous les pays qui sont touchés directement ou indirectement à cause de cette guerre. On est, nous, en Égypte, touchés très fort à cause de la crise russo-ukrainienne. Pourquoi? Ce sont deux pays qui nous offrent beaucoup de touristes. Alors maintenant, les touristes russes et les touristes ukrainiens sont beaucoup moins. Certainement, tous nos céréales dont on a besoin viennent de la part de ces deux pays. Et à cause de la guerre aussi, le flux n'est pas vraiment continu d'une manière directe, mais ça se coupe de temps en temps et on peut avoir des problèmes. Alors, je vous donne un exemple vite, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont
aussi touchés par cette guerre. Je dois citer ici l'Europe qui est en train de consacrer une bonne partie de son argent, de son pouvoir pour aider l'Ukraine à un certain degré pour se défendre contre les Russes. Alors cela aussi pèse sur les économies européennes, sans oublier certainement le flux de gaz et de pétrole russe pour les pays d'Europe qui a pratiquement cessé totalement. Alors, certainement, les guerres affectent les pays qui entourent d'une manière directe, et ceux qui n'entourent pas d'une manière directe, ils sont toujours affectés à cause des relations économiques complexes du monde d'aujourd'hui. Alors, oui, vous avez raison que les règles qui s'appliquent pour l'Ukraine sont différentes de celles qui sont appliquées sur la Palestine d'un côté, et deuxièmement, les deux guerres vont affecter ou bien les pays qui sont en direct contact avec ces pays-là, ou ceux qui sont impliqués dans la guerre d'une manière ou d'une autre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Nous serons tout près de vous pour davantage d'informations concernant la situation actuelle à Gaza. À tout de suite.